Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez en mesure de travailler pour que Tshisekedi reste au pouvoir, même après 2028? Au regard des indicateurs, hein, des signaux qui sont en train de tourner dans ce pays, moi je pense que oui. Politique, hein, on ne compte pas sur une plateforme, on compte sur son propre parti. Mais lui, nous avons tendance à constater qu'il compte sur la plateforme. Non, la plateforme, elle est hétéroclite. Elle est composée des individus avec leurs propres agendas. Le collectif, son combat, c'est celui-là. Que tout ça cesse, parce que ça se fait en violation de la loi sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Bemba, à l'époque, a violé cette loi. Après Bemba, on sait comprendre, à l'époque, il avait de raisons de faire cela. Il était ministre du PPRD. Il fallait essayer d'éliminer un adversaire qui pouvait faire un grand ombrage lors des élections. Hier, du temps de Mobutu, on parlait du Zaïre, hein, ou d'un pays à deux vitesses. Il y avait les Zaïrois d'en haut et les Zaïrois d'en bas. Maintenant, aujourd'hui, dans ces Congos ici, il y a les Congolais d'en haut et les Congolais de profondeur. C'est-à-dire, on n'est plus en bas, on est là, très fond. Alors, ce genre d'iniquité dans la redistribution des richesses nationales est inacceptable. Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sur Congo Live. Nous sommes là avec M. Félix Famba qui est ancien secrétaire général adjoint, secrétaire national en charge. Il va se présenter à un certain moment. Il a fait beaucoup de choses au sein de l'UDPS. Il a travaillé avec le vieux Sphinx Etienne Tshisekedi de Moulumba. Aujourd'hui, moi, je l'appelle le commandant de bord. Je l'appelle aujourd'hui le commandant de bord de tous les fondateurs. Parce que ça, là, c'est le collectif, hein? C'est leur collectif où il y a les fondateurs. Mais là-dedans, il y a des histoires qui se passent aussi. Il y a ceux qui se font appeler les grands prêtres, comme le Corneille Moulumba et les autres. Nous allons parler de tout ça avec lui. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Qu'est-ce qu'il faut pour l'unité de l'UDPS? Et nous allons aussi parler de la sortie du gouvernement et l'actualité oblige, pourquoi pas, accord Doha, procès Moutamba. Il est déjà dans le mur. Bienvenue à vous, monsieur Félix Famba. Merci de m'avoir invité. Vous avez dit, vous étiez ancien secrétaire national en charge de la communication et médias. Au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS. Voilà. Je vois que la communication, c'est un art pour vous. Ben, écoutez, finalement, dans la vie, tout est communication. Ok. Tout est communication. La communication se réalise sous plusieurs formes, autour desquelles il faut tirer très attention. Alors, nous essayons d'aller dans l'essence de ce que la règle, hein, ou bien de ce que l'art exige en termes de communication. Voilà, M. Félix Famba, nous commençons avec l'actualité avant de toucher l'UDPS. Nous abordons d'abord l'actualité. Aujourd'hui, il y a un procès qui est en cours, procès Constant Moutamba. Il y a ceux qui pensent que Moutamba a été lavé par les témoins qui ont comparu, qui sont passés hier à la barre. Quelle est votre analyse quant à ce? Écoutez, ce procès qui est en train de faire couler autant de salive, à un moment donné, moi je considère ça un peu comme du théâtre. Du théâtre dans ce sens que, déjà dès le départ, on a cherché à la manière de faire des Congolais, de faire de ces procès une affaire politique. L'accusé Constant Moutamba a, dès le départ,
cherché à faire véhiculer dans l'opinion qu'il était victime d'une cabale politique. Au lieu de rester serein et d'essayer de voir qu'est-ce qui était derrière les poursuites que l'on était en train de solliciter pour amorcer à son endroit. Eh bien, monsieur Moutamba est sorti. Non, je suis victime d'un complot politique. Pourquoi chercher à politiser? Vous savez, quand on cherche à tout moment à politiser les petites affaires, les petites combines dans lesquelles les gens se retrouvent, il y a un esprit de manipulation. Et cet esprit de manipulation, c'est généralement orienté vers l'opinion publique qui, à un moment donné, quand ils ont eu affaire à un individu qui a passé tout son temps à faire beaucoup plus du théâtre qu'on a appelé le populisme, hein, et ça va essayer de griser l'opinion publique et créer une situation plus ou moins délétère, hein, une situation de tension. Alors, le procès qui est en train de se faire, bon, pour moi, parce que si lui estime qu'il n'a pas versé dans ce détournement des deniers, ni dans la tentative de ce détournement, eh ben, qu'il laisse le procès aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Dans... Même les avocats, hein, je sais pas moi, la cohorte d'avocats qui sont derrière Constant Moutamba. Qui sont derrière Constant Moutamba, hein, par, je crois, étroitesse d'esprit et par manque de, comment dire, de souplesse professionnelle, verse aussi si facilement dans la politisation. Non, c'est politique. Mais qu'est-ce qu'il y a de politique? Moutamba est un ministre du gouvernement. En tant que ministre du gouvernement, on ne peut pas prétendre que les poursuites qui sont amorcées à son endroit sont des poursuites politiques par ses pairs. Et non, non, mais je crois que nous devons arrêter. Nous devons arrêter avec ce genre de comportement, voulais-je dire, et laisser la justice faire ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas longtemps, le président n'a pas cessé de clamer sur tout le toit que la justice de son pays était malade. Alors, cette justice de son pays qui était malade, qui essaye de faire un effort pour démontrer qu'il n'y a plus d'intouchables. Parce qu'ici, le problème, c'est l'image que l'on voudrait renvoyer à l'opinion. Nous avons évolué, grandi dans ce pays avec le sentiment que dans ces pays, il y avait des intouchables. Maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est pour la toute première fois dans ces pays qu'un ministre en fonction soit poursuivi pour des faits infractionnels qui lui sont reprochés. Soyons d'abord sereins, essayons de voir ce que cette justice aura justement à faire. Parce que si, comme le prétend M. Moutamba, qu'il n'a rien fait de tout ça, ni même pas tentative, ni tout ceci, cela, eh ben, nous sommes là-bas pour juger de, je sais pas moi, comment on peut appeler ça, du réveil de cette justice qui était malade. Mais apparemment, il y a eu une erreur plus administrative. Est-ce que Constant Moutamba peut être poursuivi pour ça? Puisqu'on a vu quand même l'expert donner quand même quelques points qui pourraient mettre Constant Moutamba hors danger. Même l'ancienne ministre Rose Mutombo. Est-ce qu'on ne peut pas libérer aujourd'hui Constant Moutamba de cette histoire? Moi, je crois que ça serait aller vite en besogne. L'expert qui est passé, qui a présenté, et c'est ce que je trouve un peu malheureux, dans les analyses des Congolais, ils prennent ce qui leur fait plaisir. C'est ça la tragédie, le drame des Congolais. Hein. Le monsieur là a été invité comme expert parce que c'est lui qui manipule, comment dire, la loi.
sur le marché public. On l'a appelé. Mais il y a quelque chose qu'il a dit là, que beaucoup de personnes, journalistes et autres, parce que ils sont déjà tous focus que c'est un procès politique. Le monsieur là a dit que l'autorité, Moutamba c'était quoi? L'autorité contractante. Dans chaque ministère ou chaque grande entreprise, il y a une cellule chargée de la passation de marché. C'est-à-dire le dossier est préparé à ces niveaux-là. C'est ces niveaux-là où l'on prépare le dossier qui va aller solliciter, moi je ne sais pas, l'approbation de cette autorité-là de régulation de marché public. Il a dit ça. Maintenant, dans le cas de Moutamba, nulle part dans tout ce qu'on est en train de raconter ou de ce que Moutamba raconte, on fait allusion à cette cellule. Cette cellule de passation de marché qui existe au niveau du ministère de la Justice. Donc cette cellule-là n'était pas contactée. La cellule n'est pas informée de ce que monsieur ex-ministre Moutamba a eu à faire. J'étais même étonné de constater hier qu'on est allé chercher les chefs de division de la justice de la Tchopo pour qu'ils viennent comme renseignants ici. Mais maintenant, la cellule qu'il y a ici sur place, et même la directrice des services pénitentiaires du ministère de la Justice, ah ben, enfin, je ne sais pas, j'ai vu là-dedans que hier, elle était là, la directrice, mais il y a un responsable de cette cellule de passation de marché, il est un directeur au ministère de la Justice. Avant de conclure toute cette histoire que c'est politique, Moutamba, on lui a fait la cabale. Essayons de suivre comment ce dossier a été généré. Il a été généré comment? C'est pas le cabinet du ministre qui doit générer ces genres de dossiers. Et si c'est le cabinet du ministre qui génère ces genres de dossiers, il y a anguille sous roche. Quelles ont été les intentions du ministre? En excluant, voilà les termes, en excluant le responsable de la cellule de passation de marché du ministère. C'est la grande question. Et vous, autres journalistes, qui êtes beaucoup plus versés dans la propagande d'individus que dans le travail de journalistes, je crois que quand vous êtes là-bas, il ne faut pas être attentif seulement quand l'expert dit, la loi dit que si le dossier est arrivé, est envoyé au niveau de l'autorité approbatrice qui est la première ministre, et que 10 jours après, si l'autorité approbatrice ne réagit pas à ces dossiers, l'accusé de réception faisant foi, d'office, le marché a été accordé. L'autorité approbatrice, en écoutant les mêmes experts, parce que quand je l'ai suivi, c'est mais quelle verve! Quelle verve! Il a dit, le dossier doit être complet, doit avoir réuni tout ce qu'il faut réunir pour que l'autorité approbatrice puisse répondre. Est-ce que ce dossier-là est passé par toutes les étapes? On peut prendre la première étape. Est-ce la cellule de passation de marché du ministère avait vu ce dossier, l'avait étudié, l'avait analysé et puis l'avait soumis au niveau du ministre pour signature avant transmission? Mais ça fait un certain nombre de choses sur lesquelles il faut se pencher. Il ne faudrait pas être dans l'engouement et que non, c'est la jeunesse qui voulait révolutionner les secteurs de la justice à cause de sorties publiques impromptues et tout ça. Et bon, écoutez, moi, personnellement, je suis en train de suivre les gesticulations et de M. Moutamba et de toute sa défense. Moi, je trouve ça un peu maladroit. Nous accordons une bonne chance alors à Constant Moutamba. Espérons qu'il va s'en sortir par rapport à ce procès. On ne demande pas mieux.
Merci beaucoup. Alors, il y a eu accord entre Félix Tshisekedi, par Félix Tshisekedi, le gouvernement à Doha avec le M23. Il y a eu un accord signé à Washington pour la paix dans la partie Est. Quelle est votre analyse par rapport à ces deux accords signés? Est-ce que la République démocratique du Congo pourrait aller mieux qu'hier? Ou on peut se dire que nous sommes toujours dans cette cacophonie-là où la guerre pourrait toujours rebondir d'un moment à l'autre? Ben, d'entrée de jeu, moi, j'aimerais vous donner un point de vue par rapport à cette affaire de Doha, là. Mm. Vous savez, la RDC a fait un terrible aveu Aveu. d'impuissance. Doha, c'est parce que la RDC s'est retrouvée impuissante qu'elle s'est amenée à Doha. Pour moi. Là, ce sont vos analyses. Ah oui, ça c'est mon point de vue. Dans cette histoire avec les M23, il fallait les écraser. Il fallait les écraser pour donner une leçon une fois pour toutes à tout Congolais qui s'hasarderait par humeur d'aller défier la République, de mettre la nation en danger, que si à l'avenir il y a d'autres qui pourraient être tentés de le faire, ils seront écrasés de la même manière. Hein? Maintenant, ici, il y a négociation. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait un aveu d'impuissance. Cet aveu d'impuissance est venu de quoi? Je ne sais pas comment je peux, cette espèce d'énigme tissée par des traîtres. Je ne sais pas si au monde, il peut exister un peuple et des citoyens comme nous. Nous sommes quel genre de peuple citoyen? Nous sommes un peuple, en fait, qui ne mérite pas considération. Comment ça? Comment est-ce que le Congolais ne peut pas... Non, mais mon cher frère. Est-ce que vous avez vu le nombre de personnes qui ont voulu voir la République mourir alors qu'ils sont citoyens de ces pays? Cette histoire de M23 avec Doha, c'est parce que le président s'est retrouvé dans une situation où il ne savait quoi faire. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut même dire qu'il a commencé à avoir peur de sa propre ombre, en disant, mais cet homme peut être parmi les traîtres. Hein? C'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. En quelque sorte, il était entouré des traîtres. Il n'avait plus confiance. Les traîtres sont non pas seulement dans les officiels, même dans les citoyens lambda. Tragique. Même dans les citoyens lambda, on va trouver qu'il y a des traîtres. Alors le président, à son corps défendant, il s'est dit, je ne peux pas continuer à mettre en danger la vie de mes compatriotes. Quelle est la meilleure façon de faire? C'est d'aller négocier à Doha avec ces gens-là et sous l'impulsion, les Américains, c'est vrai, on est très contents de cet accord et tout. Mais qui ont instrumentalisé le Rwanda? Les Rwandais qui ont instrumentalisé les groupes armés. Au premier chef, c'est qui? Ce sont les États-Unis. On ne doit pas se valer la face. Dans les États-Unis. En 1996, quand l'AFDEL, enfin le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, et vous savez qu'en 1996, les Érythréens étaient dedans, les Éthiopiens, les Kenyans. Le Zaïre de Mobutu de l'époque a été agressé presque par tous les pays de l'Afrique de l'Est. Parce que quand cette guerre était en train de se dérouler, nous autres, nous nous posions la question, mais l'AFDEL là, et même le Rwanda, où pouvait-il avoir le moyen de faire cette guerre? Parce que ces gens-là, c'était extraordinaire. Même en termes de communication,
Vous êtes en train de faire la guerre avec toute une unité médicale derrière qui vous suit. Alors que le Zaïre, à l'époque, n'était pas en mesure d'avoir une unité médicale qui devait être à l'arrière-plan et de la ligne de front. Et il y a des langues quand même qui se sont déliées à l'époque, cherchant à déloger la France avec son influence en Afrique centrale. Les États-Unis ont utilisé Kagame. Quand le Kagame va aller créer le génocide au Rwanda, hein, entre nous soit dit, c'est pas le Hutu comme on le dit, c'est Kagame qui a créé le génocide au Rwanda. Quand ils vont créer, l'objectif n'était pas le Rwanda, l'objectif c'était le Zaïre. Et ça, ce sont les États-Unis. 30 ans après, comme ça leur arrive dans l'ère russe, ils sont revenus, ils nous ont amené, tout le monde est dans l'engouement, les États-Unis viennent, ok, c'est bon. Mais quelle est l'intelligence que nous avons déjà préparée par rapport à cette arrivée des États-Unis dans un pays truffé, des traîtres corrompus, voleurs, hein, comme nous en avons aujourd'hui. Et cette arrivée des États-Unis, avec cette histoire des deals, peut être encore au désavantage de la RDC. Comment ça? Oui, parce qu'il n'y a pas de citoyens valeureux, des citoyens à la hauteur de la défense de leur République. On en parle. Combien de cabinets ou je ne sais pas combien de salons d'études ont été montés pour essayer d'étudier sur l'intelligence du plan Trump-RDC. Parce que ces histoires là-bas, il faut les étudier à l'avance, autrement, la RDC restera toujours victime. C'est comme une histoire que j'ai apprise de la part d'un professeur congolais aux États-Unis qui invite le Congolais à tirer très attention par rapport à cette affaire. Comment les minéraux, au moins les 99% des minéraux qui vont être exploités, ce sont des minéraux congolais. Comment dans le cadre de l'exportation, le Congo est frappé à 15% des taxes et le Rwanda à 10%. Le Congo 15%, le Rwanda 10%. Ah bon, alors vous comprenez ce qu'il y a derrière tout ça si on ne tire pas très attention. La contrebande va continuer. Les gens vont continuer à faire la contrebande, piller les minéraux ici, ramener au Rwanda, parce que le Rwanda s'est taxé à 10%, tandis que la RDC c'est 15%. Mais toutes ces choses-là... Mais pourquoi cette différence-là? Ah ben, il faut aller poser la question aux Américains et aux experts congolais qui étaient partis là-bas. Hein, pour aller parler de ces deals et tout ça. Vous comprenez, il y a... Ça fait mal. Hein? Je pense qu'on doit parler vite de l'UDPS, mais je prends d'abord cette question avant de parler UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a besoin d'un dialogue tel que la SENCO, les CC en Bongo demandent à ce qu'il y ait un dialogue pour la vraie paix dans ce pays? C'est de la plaisanterie. Tout ce monde-là sont des plaisantins. En Bongo, c'est Nous sommes en face d'un pouvoir légitimement élu. Ok? Le Félix Antoine Tshisekedi a été élu, je crois, à 73%. Oui. Au mois de décembre 2023. C'est-à-dire, il a un mandat. Ce mandat va se terminer en 3 ans. Oui. Dans 3 ans, le mandat est fini. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il y ait un dialogue? Des conflits à l'Est, crise de confiance aujourd'hui entre acteurs politiques, c'est ce que... Crise de confiance entre acteurs politiques. Je crois que dans cette RDC qui se veut démocratique, les élections, c'est un système démocratique. Ok? Il y a des institutions chargées du dialogue permanent. Hein? Le dialogue, dans un système comme ça, le dialogue est permanent entre l'opposition et la majorité au niveau de l'Assemblée nationale.
Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ces dialogues ne peut pas avoir, il faut aller chercher un dialogue extra-institutionnel. On se dit qu'entre politique, il n'y a pas de confiance. Et la CENCO, aujourd'hui, avec Fulgence Mouteba, de Nasser Cholet, inspirerait confiance. Même aux Mais opposants. Je vous ai dit que tout ce bon monde-là sont des plaisantins. Ils sont des plaisantins. Tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Donc je vous disais, je ne soutiens pas, ces genres de dialogue. Non. Hein? Non, mais comment on peut aller soutenir de la plaisanterie? Hein? Ça, c'est une expression d'une haine à l'endroit d'un individu. Mettez-vous en tête que cet individu-là a 5 ans. Qui a la haine? Tout ce monde-là que vous êtes en train de citer. Dans les Cholets, les autres... Non, mais le vouloir, hein, le vouloir mieux vivre ensemble. Pourquoi on ne l'a pas posé en 2016? Pourquoi on ne l'a pas posé en 2016, en 2015? Vous savez tous les dégâts que les PPRD FCC a fait dans ce pays? Vous savez qu'à un moment donné, les frères de l'Équateur étaient taxés de code 32. Les Cholets, les SCC et tout ce monde, ils étaient où pour aller demander un dialogue pour du mieux vivre ensemble? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on vient chercher le mieux vivre ensemble? Pourquoi? Parce que le tout est parti, déjà depuis 2018, on crée de problèmes par tout ce monde, les Cholets, les tout ça. Hein? Ils pensaient peut-être que les choses allaient se passer autrement en 2023. En 2023, au lendemain de l'installation, allez, on a réveillé le problème du mieux vivre ensemble. Dans quel pays où des individus peuvent défier l'État à cause de leurs humeurs? Alors, ce qui fait que quand on regarde tout ce monde-là, on a tendance effectivement à dire que l'État n'existe pas. Parce que si l'État existait réellement, les Cholets, les Ambongo, devaient être avec Mvonde là-bas. Ou c'est à la barre? Bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas. Comment on peut fragiliser la République parce que on se sent oublié? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand on prend l'exemple de ces bonhommes ici de Nanga, Nanga, il se retrouve rebelle pour quelle raison d'ordre politique? Pour quelle raison d'ordre social? C'est ce qui respecte pas les accords. De quels accords était-il question? On se rend compte qu'un accord ne facilite pas le fonctionnement de l'État. On n'est pas obligé de continuer à respecter cet accord. Un accord, dans un premier temps, il peut sembler, parce que de manière générale, les Congolais ne réfléchissent pas de manière visionnaire. Les Congolais réfléchissent après coup. Après avoir fait, alors ils se rendent compte, ils se mettent à réfléchir. Or, il faut réfléchir, penser à toutes ces petites choses qui peuvent arriver. Quand bien même, si nous pouvons rester dans la conception dialectique de la vie, hein, on vous dit que la vie, elle est faite de contradictions. Hein, ou peut-être ce qui est fait aujourd'hui, à cause de conflits qui pointent toujours à l'horizon, il y a un réajustement permanent. Hein. On essaye de tout adapter en fonction de ces conflits. Mais les conflits ne doivent pas être des conflits qui viennent des humeurs d'individus. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans ce pays, nous avons complètement échoué 65 ans après, parce que peut-être on ne vous a pas très bien raconté les atrocités des années 60. Après l'indépendance, ce pays a connu des atrocités qui ont, pendant longtemps, hanté l'esprit des Congolais. Voyez-vous? Et tout ce monde qui était responsable à l'époque, toujours avec l'intervention de ces impérialistes fascistes,
occidentaux, il y a eu de conciliabules, comme ce qu'on est en train d'appeler dialogue. Il y a eu de conciliabules pour réajuster. Et c'est à partir de cette époque qu'on a implanté l'impunité. Alors, cette impunité, on a vu tout ce monde responsable de ces atrocités-là, sans raison réelle, plutôt à cause des humeurs, finir tranquillement leur vie. Parce qu'il y a eu conciliabule, il y a eu dialogue, on s'est entendu, et au bout du compte, on s'est partagé le pouvoir et tout ça. On n'a pas puni. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à penser que c'est comme ça, les meilleurs du Congo. Dans le meilleur du Congo, on fait ceci, nous allons aboutir par un dialogue. Et la vie va continuer. Oui, mais tous ceux-là qui, sans avoir été consultés, ont perdu la vie, ont perdu des membres de leur famille, les autres des estropiés, les autres qui n'ont pas de bras, et des femmes qui ont porté des grands traumatismes, des viols, des violents. Alors, toutes ces choses-là, leur origine, c'est le dialogue. Donc aujourd'hui, on ne doit plus penser au dialogue, il faut plus punir ceux qui ont commis des atrocités. Ah, bien sûr! La solution à ça, il faut punir ces gens-là. Hein? Et quand je le dis régulièrement, vous savez que l'homme congolais qui a été à l'école, c'est une calamité pour ce pays. L'homme congolais qui a été à l'école. Oui, oui, c'est une calamité. Tout ce monde qui vous présente de gros diplômes, là, ils sont une calamité pour ce pays. Bon, ce sont des professeurs, des docteurs. Tous ces professeurs, docteurs, machin-là, sont une calamité. La tragédie congolaise, le drame congolais, ce sont ces gens-là. Comment ça? Parce que ce sont eux qui ont des diplômes qui devraient créer une bénédiction. Mais ils ne sont pas une bénédiction parce que la République, l'État a échoué depuis 65 ans malgré nos diplômes. On peut avoir autant de diplômes que l'on a. Mais le cœur qui est le paramètre des instances, s'il est souillé, vos diplômes ne servent à rien. Tous ces gens qui ont des diplômes, ce sont ceux-là qui sont en train de manipuler, instrumentaliser les citoyens lambda, leur communauté tribale, pour qu'il y ait intolérance et que l'un les voie un problème du déficit du mieux vivre ensemble. Mais ce déficit-là est créé par qui? Par les intellectuels congolais. Mais bien sûr. On prend simplement un cas typique qui est là, Nanga. Qu'est-ce qui a poussé Nanga à aller dans la rébellion? Est-ce que Nanga n'a pas de diplôme? Si. Ah ben, alors ces diplômes lui ont servi à quoi? À cause de ses humeurs à lui. Hein? À cause des humeurs de Ambongo. Ambongo ignore qu'il y a plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués par le bras du Rwanda et de Kagame. On a toujours dit, si ce que tu as à dire n'est pas aussi beau que le silence, il faut te taire. C'est ce que Mbongo devait faire. Et vous êtes déçu apparemment. Hein? Bien sûr. C'est ce que Mbongo devait faire au Rwanda. Mbongo ne peut pas aller mettre au même diapason les Kagame et Félix. Félix n'a jamais été bandit de sa vie. Félix n'a jamais été bandit. Soyons sérieux, Mbongo. Kagame, c'est un bandit. Comment on peut estimer que le bandit vaut mieux qu'un type qui présente un semblant de civilisation et de respect de l'autre, hein? De respect de la vie? Non, ben dit, écoutez, Mbongo a beauté en touche. Nous allons un peu parler de l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS est unie? Est-ce que l'UDPS aujourd'hui peut constituer une force majeure derrière le chef d'État Félix Tshisekedi pour l'accompagner lors des élections de 2028, s'il y en aura bien sûr? Je vous pose cette question-là. Qu'est-ce que vous faites rire? Oui, mais c'est quand vous posez justement cette question. Hein? C'est possible ou pas? C'est possible.
si tout ce bon monde qui a à l'UDPS, Bar Tshisekedi, Bar Kibasa, Bar Chibala, Bar Moubake, pouvait comprendre que l'égoïsme entraîne l'exclusion. Et l'exclusion ne permet pas d'évoluer. L'exclusion vous met dans une situation où vous tournez en rond comme des mouches enfermées dans un bocal. Vous savez, vous étiez en train de vouloir le dire tout à l'heure. Je suis le coordonnateur national du collectif pour l'UDPS originel. Vous avez sans doute vu... L'UDPS originel qui n'existe plus, ou qui n'existe que de nom. Non, dire qu'il n'existe que de nom, bon peut-être, parce que si vous avez suivi la sortie de l'année dernière, le 26 septembre, des fondateurs historiques de l'UDPS, ils ont dit que les activités étaient mises en hibernation. Et pourquoi les activités étaient mises en hibernation? Les activités étaient mises en hibernation. J'étais en train de parler tout à l'heure de problèmes d'humeur. Il y a eu un problème au début des années 2000 entre les leaders de l'UDPS. Alors qu'il y avait créé une espèce de cacophonie à l'époque, parce que ça avait coïncidé avec cette histoire de dialogue de Sun City. Vous voyez toujours, dialogue. Hein? Dialogue de Sun City. Quand il fallait ouvrir les dialogues de Sun City, que Toumile Massiré, qui était d'abord les facilitateurs, avait constitué une liste de délégations. Cette liste de délégations, à l'époque, faisait d'Étienne Tshisekedi comme pratiquement le porte-parole de l'opposition politique. Il y avait d'autres partis de l'opposition politique, mais en ce qui concernait l'UDPS comme les principales partis de l'opposition, pour que Toumile Massiré, c'est lui qu'il voyait, qui animait l'UDPS, c'était Étienne Tshisekedi. À cette époque, Kibasa avait fait un crochet par le ministère du nouveau pouvoir qui s'était installé. Il était ministre de Mines. Alors, ce qui fait que pour Toumile Massiré, quand il est venu pour ses fonctions de facilitateur, il est venu en RDC en sillonnant la RDC à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, en Bujimaï et tout ça. Le nom qu'il entendait de l'opposition politique, c'était Étienne Tshisekedi. Il a retenu. Maintenant, quand le dialogue devait commencer, Kibasa s'est amené comme membre de l'opposition politique, président de l'UDPS. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui était président. Ok. Que Toumile Massiré a refusé. Puisqu'il attendait déjà le nom de Tshisekedi. Il a dit l'opposition politique est incarnée par Étienne Tshisekedi. Ça créait un conflit d'individus, un conflit de personnes. Alors, cerise sur le gâteau, les partisans du leader Kibasa en tant que président, les partisans d'Étienne Tshisekedi ont commencé à arpenter le couloir du ministère de l'Intérieur pour faire débouter l'un d'eux. À l'époque, ministre de l'Intérieur, Bemba Fundu, il est encore en vie ici. Bemba Fundu essaye de le concilier ou les écoute. Il dit, bon, de toutes les façons, moi, je n'ai pas à rentrer dans vos histoires. Maintenant, ce que moi, je fais, Bemba Fundu a écrit une lettre. En conclusion de cette lettre, en écrivant la lettre, il a dit, bon, pour écoutez, taire tous ces conflits, eh ben, nous faisons l'UDPS Kibasa, faisons l'UDPS Tshisekedi. C'est-à-dire les créateurs de ces deux UDPS-là, c'est Bemba Fundu.
Ok. Hein? Bemba, avec sa lettre. Mais en conclusion de sa lettre, il dit que ce problème doit trouver une solution à l'interne. Si à l'interne, vous êtes incapable de trouver une solution, approchez-vous de cours et tribunaux pour solliciter une décision de justice. Jusqu'à leur mort, les deux, personne n'a eu le courage d'aller en justice. Mais à l'interne, ils ont été incapables de trouver une solution d'harmoniser. D'où il y a eu UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi. Aujourd'hui, votre combat, c'est quoi? Vous avez quel combat? De réunir le deux. Voilà, c'est ça le collectif. Le collectif, son combat, c'est celui-là. Que tout ça cesse. Parce que ça se fait en violation de la loi. Okay. Sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Bemba, à l'époque, a violé cette loi. Après Bemba, on sait comprendre, à l'époque, il avait de raisons de faire cela. Il était ministre du PPRD. Il fallait essayer d'éliminer un adversaire qui pouvait faire un grand ombrage lors des élections. Parce qu'avec un électorat éclaté, ça devient difficile qu'il représente une réelle force. Hein, c'est ce que tout ce monde là-bas n'ont pas cherché à analyser et comprendre. Ils ne représenteront pas ça, le fond de votre question. Est-ce que ça peut représenter une force? Hein? Déjà, à cette époque, avec cet éclatement, il y a eu affaiblissement. Bon, tous les autres ministres qui sont venus ne trouvaient pas d'intérêt d'essayer de faire appliquer la loi. Parce que si les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés cherchaient à appliquer la loi, ni l'UDPS Kibasa, ni l'UDPS Tshisekedi n'existeraient pas. Donc, on enlève seulement l'UDPS. L'UDPS. Mais aujourd'hui, la question que je vais vous poser, aujourd'hui, il y a un digne fils de l'UDPS qui est au pouvoir, c'est-à-dire ce dernier, Jacques Chabani, pour ne pas le citer, pouvait bien remettre les choses. C'est là que je voulais en arriver. Mais aussi la question, sous-question ou quoi, avec nos cœurs là, avec nos diplômes, est-ce que nous serons en mesure de réunir l'UDPS aujourd'hui? Oui, mais vous-même, vous êtes un témoin privilégié de l'histoire. Parce que votre question, il dit, mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit ici qu'il y a l'égoïsme, quand il y a un ego surdimensionné. Mais ça crée ce genre de problème. C'est-à-dire que tout ce monde-là, comme vous êtes en train de le voir, si on reste dans la logique de votre question, ce sont des individus bornés. Ils sont totalement bornés. Parce que cette situation devait être réglée. Quand Condé était ministre de l'Intérieur, il est fils de l'UDPS. Il ne l'a pas fait. Peter Kazadi, il ne l'a pas fait. Asselo ne l'a pas fait. Jacquemain aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Alors que, au mois de septembre, quand les fondateurs, après une réunion extraordinaire du collège des fondateurs, ont pris la décision de reprendre les activités de l'UDPS, sans épithète. La copie de leur PV a été déposée au ministère de l'Intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, le mois de septembre, bientôt le mois de septembre. Jacquemain n'a pas levé le petit doigt pour les approcher. Dit non, j'ai reçu votre document, qu'en est-il? Parlons-en. Il ne l'a pas fait. Vous pensez que là, dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que le problème, c'est Jacquemain? Non, mais ça peut ne pas être Jacquemain le problème. Je comprends là où vous voulez en arriver. Mais lui, en tant que ministre de l'Intérieur, devant cette situation, la loi, elle est violée. La loi dit, il ne peut pas exister dans ce pays deux partis portant le même nom, les mêmes insignes, tout ça. Maintenant, dans le cas des UDPS, même nom, même drapeau, même fondateur, même date de création, même hymne du parti. Mais tu sais qu'il est le président de la République, de l'UDPS. Ah ben, est-ce qu'il ne connaît pas la situation? Est-ce que vous l'avez déjà approché? Nous avons envoyé plusieurs documents. À la présidence de la République? À la présidence de la République. Il y a eu de réponses ou pas? Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons. La question que je veux aussi vous poser, est-ce que le collectif peut aujourd'hui approcher Déby Zibou, Augustin Kabouya, pour commencer d'abord par là?
remettre d'abord l'unité au sein du parti, puisque quand on parle de l'UDPS, on voit plus l'UDPS Tshisekedi. Les autres UDPS là sont des UDPS frétins, on voit plus l'UDPS Tshisekedi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez pour l'unité au sein de l'UDPS Tshisekedi d'abord? Voilà, ça c'est une très bonne question. Au mois de février, je crois, oui, au mois de février ou mars de l'année 2023, le collectif rencontre Augustin Kabouya. On lui fait voir tous les scénarios et l'importance de cette histoire. Parce que rester dans la division, c'est jouer le jeu de ceux-là qui ont toujours voulu, depuis longtemps, la disparition de l'UDPS. Des ennemis de l'UDPS. On lui a fait voir. Kabouya a dit que ça ne le concernait pas. Quand nous avons rencontré l'UDPS Kibassa, disponible pour cette réunification, nous sommes allés même loin. On a rencontré même les sensibilités qui sont nées du fait des personnes qui ont été influentes au sein de l'UDPS. Même le parti de Kyungu, nous les avons approchés, parce que Kyungu est parmi les fondateurs historiques. Nous avons approché les Tchibala. Tchibala a dit, ben, écoutez, lui, il était beaucoup plus FCC. On a approché Moubak et malheureusement, à l'époque, il avait un problème de santé. Et puis, bon. Maintenant, il va bien. Ouais. Il s'est fait plus voir, il s'est fait plus entendre. On avait contacté ces lieutenants, bon, qui ont fait des manœuvres. Mais la vérité est que nous avons parlé avec tout ce monde. Pour l'UDPS Tshisekedi, le fait que le pouvoir est venu par cette tendance, il n'est pas question de penser à tous les autres. Vous voyez? Égoïsme. L'égoïsme. Au niveau formel, au niveau structurel, tout ce monde-là ont refusé cette affaire. Vous me parliez tout à l'heure d'Eteni Longondo. Nous l'avons approché quand il avait fait sa lettre à Kabouya. Là. On lui a fait voir. On l'a même amené auprès des fondateurs. Puis il a fui. Il n'est plus revenu voir le fondateur. Tout ce monde-là, ce sont des plaisantins. Hein? Ils sont bornés. De même, c'est de l'UDPS, c'est des plaisantins. Bien sûr, parce que nous nous trouvons devant une situation. Est-ce que vous pouvez évaluer combien d'individus sont tombés tout le long du combat de l'UDPS? Vous pouvez évaluer ça? Pour qu'aujourd'hui, Kabouya aille répondre au fondateur Lusanga que vous, fondateur Lusanga, vous n'avez jamais été fondateur de l'UDPS Tshisekedi. Ok, c'est vrai, lui, il est fondateur de l'UDPS. Les fondateurs de l'UDPS Tshisekedi, pas les créateurs de l'UDPS Tshisekedi, c'est Bemba Fundu. Mais cela s'est fait en violation de la loi. Alors, ce qui fait que si les fondateurs sont rentrés en jeu, c'était pour faire en sorte que tout le monde revienne à la maison. Revienne. Qu'on organise un grand conclave où on inviterait tout le monde, on laverait les linges sales en famille, on reconstituerait la famille, on chercherait à remettre sur les rails cette grande force politique. Et je suis fier de vous avouer que dans ce pays, jusqu'à preuve du contraire, quand on parle de parti politique, c'est UDPS. Je vous pose cette question. Est-ce que les collectifs reconnaissent que c'est lui, reconnaît que c'est Félix Tshisekedi qui est le président de la République? Bien sûr. Et le président de l'UDPS. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez en mesure de travailler pour que Tshisekedi reste au pouvoir, même après 2028? Au regard des indicateurs, hein, des signaux qui sont en train de tourner dans ce pays, moi je pense que oui. Vous êtes prêt à accompagner Tshisekedi? Mais c'est ce à quoi nous travaillons. C'est ce à quoi nous travaillons, quand bien même lui-même, là où il est, il pense que nous passons notre temps. Parce que, écoutez, en politique, hein, on ne compte pas sur une plateforme. On compte sur son propre parti.
Mais lui, nous avons tendance à constater qu'il compte sur la plateforme. Non. La plateforme, elle est hétéroclite. Elle est composée des individus avec leurs propres agendas. Parce que d'ici 2026, fin 2026, début 2027, combien d'individus vous verrez encore dans cette union sacrée? Parce que tout le monde voit la fin et voudrait... C'est positionné. Ah ben voilà. Mais avec son parti, c'est pas le cas. Avec son parti, c'est pas le cas. Moi, je crois que ça, lui, devrait le comprendre. Nous arrivons à la fin de cette émission. Quel message pouvez-vous aujourd'hui lancer à la population congolaise ainsi aux combattants de l'UDPS? À la population congolaise, je suis en train de demander de faire un effort de ne pas suivre ni écouter les 10 heures de bonnes aventures. Ces gens qui ont tendance à venir abuser de votre bonne foi pour continuer à creuser l'écart qui existe entre vous et eux. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, hier, du temps de Mobutu, on parlait du Zaïre, ou d'un pays à 2 vitesses. Il y avait le Zaïrois d'en haut et le Zaïrois d'en bas. Maintenant, aujourd'hui, dans ces Congos ici, il y a les Congolais d'en haut et les Congolais de profondeur. C'est-à-dire, on n'est plus en bas. On est là, très fond, dans un puits sans fin ni fond. Alors, ce genre d'iniquité dans la redistribution des richesses nationales est inacceptable. Et l'un des idéaux de combat de l'UDPS, c'était de combattre les inégalités sociales. Maintenant, aujourd'hui, nous constatons que ces inégalités sont devenues trop criantes. Même quand il y a des gens qui sont en train de dire, ben voilà, Moutamba, on a comploté contre lui et tout ça. Quand un individu a déjà été soupçonné de toucher à ce qui revient à la communauté nationale, ce qui revient à la République, parce que l'argent de la République, on ne joue pas avec, il ne faut pas lui accorder un seul petit crédit. Parce que la population, vous produisez, à la production, se tape des millions. Et je vous dis, comment expliquer qu'un fonctionnaire qui a passé 30 ans de sa vie à se réveiller sous la pluie, sous le soleil, aller travailler, 30 ans après, il arrive en fin de carrière, il est incapable de se construire même un taudis pour aller finir ses vieux jours. Mais un bonhomme qui arrive au ministre, au PDG, une année après, il est en mesure de se construire des buildings. Pouvons-nous continuer à accepter ce genre d'inégalité? Non. Il faut dire non. Il faut renforcer les contrôles citoyens. Et ne cherchez jamais à aller apporter soutien et couverture à quelqu'un qui a été soupçonné de ça. Des faits déjà de le soupçonner, le discrédite, le disqualifie. Aux combattants de l'UDPS, je dis ceci. Il n'est pas encore trop tard. Vous devez savoir que pendant son combat, ou quand on a dit le peuple d'abord, il n'était pas question qu'avec ce peuple d'abord, le pouvoir vienne distribuer des Thompson, des chemises et des babouches aux gens. Non, l'UDPS, en parlant du peuple d'abord, c'est-à-dire tout ce qui devait être fait, devait être dans le sens du peuple. C'est-à-dire, l'État devait s'employer jour et nuit pour mettre en place les conditions qui permettraient à ces peuples, à ces citoyens, chacun selon son niveau de génie, de participer à la construction de son propre bien-être. Et tout cela passe par la sécurité judiciaire et la sécurité juridique. Mais quand cette sécurité judiciaire
et juridique n'existe pas, il y a un problème. C'est que on ne peut pas attirer des investisseurs. Les investisseurs créateurs d'emplois ne viendront pas parce que les garanties ou la sécurité judiciaire et la sécurité juridique n'existent pas. Nous espérons qu'avec ces procès de Moutamba, ça pourrait être un début de faire la démonstration au monde entier qu'on peut faire confiance à la RDC parce que la sécurité judiciaire est en train de se mettre en place. Un grand merci à vous, Monsieur Félix Format, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ces bons messages pour la population ainsi que tous les amis de l'UDPS. Et un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur votre chaîne Congo Live. Merci.